je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel entretien mortel. Je suis le docteur Louis Fouché, je suis médecin anesthésiste réanimateur, aussi spécialisé en éthique et en anthropologie de la santé. Et l'enjeu de ces entretiens, c'est d'essayer d'ouvrir le dialogue, d'ouvrir la discussion autour des enjeux relatifs à la fin de vie, à la souffrance, à la fragilité, avec une actualité en France qui est la loi sur l'aide à mourir, l'aide active à mourir autour de l'euthanasie et du suicide assisté, dite loi Falorni, qui a déjà été votée par les députés et qui sera à nouveau examinée par les sénateurs en septembre-octobre. Et donc pendant tout l'été, j'essaie de donner la parole et de discuter avec des gens qui ont un avis sur la question, intellectuels, chercheurs, universitaires, médecins, pharmaciens, mais aussi patients, gens qui souffrent, familles, pour essayer de donner des concours plus complexes, d'essayer de convoquer différents sons de cloche pour pas qu'on reste sur une vision un peu univoque ou dogmatique de tous ces enjeux, mais qu'on revienne à des considérations plus humaines, plus humanistes quelque part. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir mon collègue et quelqu'un que j'admire, qui est le docteur René Lavigueur, qui est un cousin d'outre-Atlantique. Vous allez le reconnaître à son accent et qui nous fait l'honneur aujourd'hui de venir nous parler. René est médecin généraliste dans une région particulière qui le met au contact avec une patientèle très complexe au fond là aussi. Et René, toi, tu es à la fois au bout du monde, mais au cœur du monde intime des patients, avec un engagement fort autour de la famille et du lien. Tu as notamment, je crois, présidé un congrès sur la famille il y a quelques années ou l'année dernière en Gaspésie, dont tu avais l'honneur de l'ouvrir en disant que pour toi, ces valeurs de solidarité et d'entraide, déjà au sein de la famille, étaient fondamentales. Bonjour, tu vas bien? Oui, ça va bien. Merci. Merci de me recevoir. Ouais, merci d'être là. Est-ce que tu veux bien te présenter encore un petit peu succinctement, si Bon, tu alors moi, je suis veux bien? médecin de famille depuis plus de 40 ans maintenant. Alors, j'ai fait un peu de tout. Je suis allé en Afrique quelques années. J'ai fait médecine à Montréal, en grande ville. Je suis originaire de Montréal. Et je suis installé en Gaspésie, qui est une grande région maritime. Population totale de 100 000 habitants. C'est très peu peuplé. C'est surtout peuplé en été par le tourisme. Alors, j'ai toujours fait la médecine familiale. Donc, j'ai touché un peu à tous les âges. Moi-même, en vieillissant, ma clientèle se retrouve principalement une clientèle gériatrique. Et je peux partir en disant ça, c'est que la première qualité d'un médecin, je pense, c'est d'être à l'écoute. Puis, ces lois-là, ces nouvelles orientations, si on ils semblent complexes, on peut les analyser textuellement, on peut les regarder sous les angles, mais si on les regarde sous l'angle de l'écoute du patient, ça simplifie beaucoup les choses. Parce quand on a un patient qui souffre en phase préterminale, terminale, puis que toutes les options ont été regardées, on est sensible au fait que c'est un choix très simple entre mourir, l'expression à petit feu, c'est-à-dire avec des soins palliatifs traditionnels qui sont quand même très perfectionnés, ou plus rapidement. Puis souvent, c'est une question d'intégrité ou d'honneur. Hein, la personne ne veut pas se voir, veut pas être devant des proches qui le voient se dégrader petit à petit, tristement, puis il ne veut pas faire subir ça à sa famille. C'est souvent une question d'honneur personnel que les gens font le choix entre eux. Mais la grande question de tout ça, j'y ai réfléchi évidemment, j'ai été un des premiers à le faire en Gaspésie, puis j'avoue que la première fois, c'est comme tellement nouveau dans l'univers d'un médecin que tu en trembles. Hein? La première fois, tu te dis, évidemment, tu l'as rationalisé, tu as écouté ton patient, tu sais que c'est un candidat, ça fait du sens, mais donner la mort à quelqu'un, c'est quand même pas tout à fait dans notre ADN des médecins, hein? C'est tout à fait nouveau. Alors, ce qui m'a encouragé à poursuivre, c'est d'abord toujours chaque cas est différent, c'est le fait que les gens nous remercient. C'est assez émouvant qu'au moment où on administre l'aide médicale à mourir, les personnes, très souvent, nous remercient.
Alors, c'est quand même, sous cet angle-là, moi, ça me paraît simple, la décision. Quand je prends un peu de recul, je vois bien que tout est une question, l'éthique est très importante. La réflexion me venait récemment que, parce qu'on est à la frontière de l'eugénisme, il y a une réflexion qui me venait, c'est que c'est un peu l'univers nazi à partir de 1933. C'est que pour beaucoup de gens, si on demandait est-ce que un trisomique ou est-ce que une personne en institution retardée avec autisme ou quoi que ce soit est un poids pour la société? Alors, la plupart diraient oui. Et là, c'est pas, le pas n'est pas grand à franchir, on devrait dire, ben, à quoi ça sert? Là, on est dans l'eugénisme. Et je pense que une grande majorité des Allemands à l'époque ont accepté cette logique-là. Puis c'est pas, là, on n'est pas dans le génocide pur, tu sais, c'est pas le terme, le terme est différent. C'est comme si on passe par la porte d'arrière pour ouvrir la porte à l'eugénisme. C'est là que c'est très délicat. Puis là, l'éthique personnelle des médecins est très variable. Puis moi, je soupçonnerais beaucoup de médecins actuellement de dire que pourquoi supporter comme société un poids si considérable? Alors là, le problème, c'est que si une loi passe, moi, dans ma réflexion à moi, c'est pas la loi qui domine, c'est mon éthique à moi, parce que c'est moi qui fais le geste. Alors donc, c'est moi qui dois être à l'aise, confortable avec ça. Mais le fait est qu'il existe des praticiens qui ont un numéro de pratique, qui sont en droit de pratiquer, et dont l'éthique, qui, je dirais, est très peu questionnée dans leur formation, est assez lâche. Et c'est là que, comme société, on doit se dire, les législateurs doivent se dire, OK, on ouvre une brèche, on fait une loi qui fait du sens pour... mais la porte est ouverte. Et comment elle va être interprétée, comment elle va être mise en pratique sur le terrain, ça, c'est une grosse question. Il faut que les législateurs y pensent, à mon avis. Alors, si on laisse... je ne sais pas, ici au Québec, tous les médecins peuvent pratiquer l'aide médicale à mourir s'ils veulent, s'ils sont intéressés, ils ont le choix de ne pas le faire aussi. Mais si on va plus loin, puis là, j'avoue que je ne connais pas très bien le concept de suicide assisté, là, mais ce n'est pas la même chose que l'aide médicale à mourir. Il faut penser à dire ben, à qui est-ce qu'on autorise de le faire. Puis, dans la balance, est-ce qu'on permet que... Parce que je pense qu'il y a des médecins qui vont dire, ben, ça fait du sens, moi je veux le faire parce que je trouve que ces gens-là sont... Beaucoup de personnes sont un poids inutile pour la société. Là, on est dans l'eugénisme. Ouais, j'entends que pour toi, il y a eu ce premier contact avec l'aide à mourir qui a été un peu étonnant, un peu initiatique quelque part, qui venait transgresser des valeurs auxquelles tu avais l'habitude de souscrire en tant que médecin, mais que quelque chose qui t'a rassuré dans ce chemin-là, c'était la reconnaissance et les remerciements des patients, en disant bah, ok, c'est peut-être ça qui me donne la boussole de est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste. Et puis ouais. C'est aussi, Louis, la longue expérience que j'ai. Ça fait 30 ans que je fais des soins palliatifs à domicile. Alors, très souvent, malgré le perfectionnement des soins palliatifs, l'utilisation des molécules qui sont souvent assez extraordinaires pour soulager, malgré ça, il y a un pourcentage de gens qui meurent de façon vraiment dramatique. Et ça s'étire parfois sur... Souvent, c'est beaucoup plus long que prévu, 2-3 semaines, même sans manger, sans boire, et avec des injections. Puis je vois Enfin, fait que ça, j'ai vécu ça pendant très longtemps, en cherchant toujours à optimiser le traitement. Et là, quand arrive l'option de dire pour certaines personnes qui ont vu, d'ailleurs eux-mêmes, leurs parents mourir d'une façon désolante, ça c'est l'expérience. Si on questionne un peu tout le monde, beaucoup de gens ont assisté à des morts dans des conditions
malgré les soins palliatifs perfectionnés, des conditions vraiment déplorables et crucifiantes, je dirais. Fait que moi, c'est pour ça que c'était plus facile pour moi d'accepter aussi cette option-là. Est-ce que tu as eu à assister à mourir des gens qui avaient, on pourrait dire, des maladies qui n'étaient pas létales à court ou moyen terme, mais qui étaient atteints de maladies chroniques ou de qui étaient dans des conditions où ils souhaitaient plus vivre, comme des gens qui seraient profondément mélancoliques ou qui estimeraient qu'ils ont fait leur temps et qu'il faut partir? Mais disons qu'une personne, bon, il y a deux volets. Il y a une personne qui est mélancolique ou qui a une condition psychiatrique. Là, je suis très, très réticent. Je suis très... et j'ai pas eu à refuser des situations, mais il y a des critères quand même. Et un des critères, dans le fond, au Québec, c'est accepté de procéder à l'aide médicale à mourir pour une souffrance même psychologique insupportable. Même sans qu'il y ait une échéance de vie raccourcie, même s'il y a une espérance de vie assez prolongée. Ça, j'ai pas eu à faire face à ça, puis d'ailleurs, j'accepterai pas. À moins de faire une évaluation psychiatrique, d'aller plus loin, tout ça. Là. Ça, c'est vraiment là, on est dans un terrain glissant. Mais j'ai eu une personne qui avait une souffrance physique, qui avait eu un neurostimulateur implanté au niveau de la colonne pinière pour des douleurs vraiment. Puis il était allé, là, il y avait eu des spécialistes de plusieurs milieux et qui avait 55 ans, qui avait quand même une très bonne espérance de vie. Mais il y avait un historique de vie depuis 20, 25 ans vraiment désastreuse où toutes les options avaient été envisagées. Puis il y avait un autre médecin qui avait refusé de le faire. Puis il m'a demandé si moi je ne regarderais pas la situation. Je l'ai regardé puis j'ai accepté de le faire. Mais non sans avoir demandé l'avis d'un autre spécialiste et d'avoir regardé le dossier complet, très complexe. Ça, c'est le cas le plus litigieux que j'ai eu. Et au fond, j'imagine que chaque cas est très marquant. Est-ce que autour de toi, justement, il y a la possibilité de consulter d'autres gens, de demander un avis pour quelque part, voilà, se donner du recul quelque part, que ça ne devienne pas quelque part un geste anodin ou un peu automatique, quoi. Ah oui, ben, la réponse est oui. C'est que d'abord, les médecins, au début, très peu de médecins acceptaient de faire. Puis l'une des raisons principales, c'est que une copie, d'abord, il y a un rapport assez complet qui doit être effectué après avoir administré l'aide médicale à mourir, et une copie de ça est envoyée à l'ordre professionnel. Parce que c'est l'ordre professionnel qui supervise tout ça, qui regarde si on a respecté les règles, si les arguments, le contenu des rencontres qu'on a eues avec la personne, qui s'assure qu'à chaque fois, on a donné l'option à la personne opting out, c'est-à-dire de se désister à tout moment dans la procédure, de changer d'idée, et qu'on a expliqué aussi à la personne des alternatives, c'est-à-dire les soins terminaux habituels palliatifs. Fait que puis les médecins, bon, comme dans beaucoup de régions, vivent dans les ordres professionnels ont un pouvoir immense. Alors, beaucoup de médecins n'ont pas fait l'aide médicale à mourir devant la complexité des choses, puis devant le fait que ce soit le Collège des médecins qui supervise tout ça. Mais pour moi, le Collège des médecins, pour cette partie-là, fait bien son travail. Puis, on peut même les appeler eux-mêmes, puis demander un avis, demander dans des situations difficiles. On peut demander certains spécialistes ont été un petit peu mis à l'avant, ont fait des conférences sur le sujet et en ont effectué beaucoup eux-mêmes. Alors, on peut les appeler assez librement, facilement. Ils se sont disponibles pour avoir un avis. Puis ça, tout ça rentre dans le dossier, fait que ça consolide un dossier où on doit démontrer qu'on a été rigoureux quant à l'application des critères. Ça fait combien d'années que c'est en place au Québec et au Canada? Je regarde, non, je ne sais pas. Peut-être 7 ou 8 ans, je ne sais pas exactement. Et tu as l'impression que petit à petit, l'éligibilité s'est élargie ou que les gens ont eu de plus en plus l'idée d'y recourir, ou au contraire, c'est resté quelque chose qui était un petit peu marginal et réservé aux échecs des soins palliatifs? Non, les gens, maintenant, c'est dans la mentalité des gens. Les gens savent que ça existe. Alors, les gens le demandent.
Mais ce qui arrive, je pense souvent, c'est que les médecins éludent la question parce qu'ils ne veulent pas toucher à ça. Fait que le patient se retrouve un peu seul, va demander à quelqu'un d'autre, alors que la loi, en fait, obligerait le médecin, tous les médecins qui reçoivent une demande verbale devraient, s'ils ne veulent pas le faire eux-mêmes, acheminer la demande. Pour la question si ça s'est élargi, oui, parce qu'au tout début, on avait comme un critère d'espérance de vie de 1 à 2 ans. Puis là, on a enlevé ce critère-là. Puis l'autre élargissement qu'on a fait, c'est qu'il y a une option pour une personne qui dit, qui a par exemple, qui a peur de faire un accident cérébrovasculaire et de devenir incapable de poursuivre parce que un des critères, c'est d'être lucide au moment de l'administration. Puis d'ailleurs, au moment de l'administration de l'aide médicale à mourir, on doit poser une dernière fois une question. Est-ce que vous voulez l'avoir? Est-ce que vous voulez recevoir cette procédure? Alors là, il y a une option où on peut signer, dire, dans l'éventualité où je perdrais ma capacité de consentir, je veux tout de même qu'on me l'administre. Alors ça, c'est un autre formulaire qu'on fait signer par le patient et qui est autorisé. Donc, on a élargi un peu l'éventail. Une des craintes en France, c'est que petit à petit, cette aide à mourir, elle soit imposée justement à des gens qui ne seraient pas complètement lucides, comme des gens qui ont une maladie d'Alzheimer un peu avancée, que ce soit au fond plutôt la famille qui cherche à se débarrasser de ses proches qui seraient devenus un poids ou une charge trop importante. Est-ce que toi, tu as cette expérience-là? Pas vraiment. Puis, mais je sais que c'est dans l'air. Et je pense que c'est assez simple, parce que le médecin, son seul devoir, c'est son patient devant lui. Alors, évidemment, ce que j'ai été témoin, c'est toutes sortes d'émotions autour de la famille, des opinions exprimées parfois, des gens qui sont contre, ou bon. Mais ça, on fait abstraction de ça, puis on rencontre la personne seule à seule, et on demande qu'est-ce qu'elle veut vraiment. Puis c'est un processus aussi, il doit y avoir plusieurs rencontres, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Quand la personne fait une demande, bien là, on sait qu'on doit avoir d'abord l'avis d'un second médecin. Ça, c'est une étape de plus, donc il y a quelques jours qui s'écoulent. Puis ensuite, on étudie la situation. On sait qu'on doit documenter, lorsqu'on fait la rédaction de notre rapport final, on doit documenter ce qu'on a fait. Donc, on doit faire un peu de recherche, puis investiguer et s'assurer que c'est vraiment la volonté de la personne. S'il y a des médecins qui dérogent à ça, c'est possible, mais moi, je n'ai pas eu cette demande-là. Est-ce qu'il y a un enjeu économique ou financier? C'est aussi une des questions qu'on se pose en France, de se dire mais ça va ouvrir un marché de la mort où petit à petit des multinationales vont nous offrir un package pour mourir, tu vois, avec feu d'artifice, petit verre de champagne et je sais pas quoi, jusqu'à arriver à quelque chose peut-être où justement ce soit un peu comment dire, froid et synthétique, quoi, comme un produit industriel. Disons qu'il faut savoir la rémunération des médecins au Québec et moi, je suis très critique, c'est une rémunération à l'acte et qui était poreuse, c'est-à-dire qui donne un grand pouvoir au médecin de déterminer qu'est-ce qu'il fait, de facturer. Et en fait, le médecin a l'embarras du choix, là, vraiment. Alors, si un médecin allait pour l'aide médicale mourir dans le but d'augmenter son revenu, je pense que ça peut pas être. Au Québec, ça fait pas de sens, là, parce qu'il y a des choses bien plus faciles que ça à faire pour gagner des sous dans le système actuel. Fait que je pense pas que ce soit un enjeu. C'est bien rémunéré. C'est rémunéré tout à fait correctement au standard. Bon. Mais je ne crois pas que ce soit un enjeu. Tu as l'impression que ça a libéré la parole autour de la fin de vie, de la mort, de la souffrance auprès du grand public ou parce que la mort chez nous, de l'autre côté de l'Atlantique, ça reste un sujet dont personne n'a envie de parler, quoi. Qui est un peu tabou quelque part et qui est planqué dans le fin fond de notre société, alors que même que à la télé on regarde des morts toute la journée, des gens qui se font décaniller à coups de fusil d'assaut sur les images de guerre par-ci par-là, mais notre mort intime, comme si personne voulait en parler. Ouais, je pense pas que ça l'a ouvert, ça a changé quelque chose au public, dans le sens que comment on aborde la mort. La mort est encore, comme tu le dis un peu, si je comprends bien ta pensée, mais c'est mon observation ici, c'est quelque chose qu'on repousse, quelque chose à vaincre, à combattre. C'est exécrable. C'est une chose qu'il faut éliminer de notre champ de vision. Alors, mais quand on est
confronté à une personne qui est devant ce choix-là ultime, évidemment, là, ça précipite une réflexion forcée, très dynamique dans la famille, chez la personne. Et là, il y a bien des choses qui tombent, hein, parce qu'il y a une déception très grande chez des gens qui croient à la vie éternelle, là, qui veulent absolument vivre, accumuler le nombre d'années, là, et qui n'ont jamais intégré dans leur réflexion la mort comme faisant partie de la vie. Alors, mais ça se passe au niveau individuel, évidemment. Mais disons que le précipice est profond pour quelqu'un qui a toujours cru au miracle de la médecine, au pouvoir infini de la médecine. Mais l'autre chose intéressante que je trouve dans ça, c'est que on peut se demander pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on arrive dans des situations comme ça. C'est-à-dire que je pense que la médecine fait qu'on retarde l'échéance dans des conditions, dans les maladies chroniques, et on passe au travers de complications potentiellement mortelles, des pneumonies, des infarctus, des accidents cérébrovasculaires. La médecine permet de, passer à travers cette crise-là critique de quelques jours avec des médicaments miraculeux, des procédures miraculeuses, mais on se retrouve en fin de vie avec des personnes avec des morbidités multiples, des conditions, un état de santé générale vraiment déplorable. Donc, une souffrance aussi très grande. Je pense que ça fait partie, tu sais, si on compare il y a 50 ans ou il y a 100 ans, les gens partaient, une maladie comme une cirrhose en plaques, mais les gens partaient assez rapidement par une infection des reins, une complication quelconque. Mais alors, c'est peut-être un côté, c'est un côté pas voulu, mais nécessaire à l'amélioration de la médecine générale, qu'on prolonge la vie de gens en très mauvaise santé générale. Puis on allait dans une situation où il n'y a plus de qualité de vie, là. Oui, il y a un paradoxe dans notre médecine là-dessus, hein. Elle soigne, mais pour parfois créer du handicap, de la souffrance au long cours. Je l'ai vécu plusieurs fois en réanimation, où la question évidemment de réanimer se pose de est-ce que ça a un sens, est-ce que c'est pas complètement futile, et on sent la pression médico-légale, la pression voilà, des attentes des familles pour continuer quelque chose qui pour nous n'a aucun sens. C'est très difficile, et ça aboutit parfois à des drames humains très importants, hein, des gens qui ont des traumatismes crâniens, qui se retrouvent réanimés à outrance et qui ensuite se retrouvent dans des centres d'éveil pendant des années. C'est là où pour moi effectivement les arguments pro-life diraient oui mais toute vie a un sens, etc. D'accord, mais là c'est artificiellement qu'on a fait que cette vie se prolonge. Si juste on avait laissé faire la vie, la nature, tu l'appelles comme tu veux, Dieu, la destinée, cette personne serait partie. Et donc on a créé quelque chose de toute pièce qui est qui est une situation insoluble, une situation de merde insoluble, quoi. Oui, mais c'est aussi la question. En médecine, c'est facile de faire une procédure qui est life-saving, qui sauve la vie, ou de procédure, c'est rendu donner un antibiotique pour une pneumonie. C'est l'enfance de l'art, c'est facile et on sauve. La pneumonie est souvent non traitée, souvent mortelle. Puis on ne passe pas à travers l'étape difficile de dire à la personne, bon, il faut mettre quand le contexte est approprié, là, de dire à la personne, ben, si on traite, ou à la famille, si on ne traite pas la pneumonie, la mort est prévisible d'ici quelques jours. Et si on traite, ben, elle va se retrouver possiblement dans une situation semblable à ce qu'elle était, ou peut-être pire, pour encore un certain temps. Alors, c'est très facile d'intervenir en médecine, autant au plan pharmacologique, on a toujours des solutions d'antidépresseurs, de toutes sortes de choses, mais quand il s'agit de retirer, là, c'est difficile. On se heurte à, bon, parfois on va contre l'opinion d'un autre, d'un collègue. Alors, c'est général. Son médecine, ça peut être pas seulement au soin palliatif, là. Ah oui, on voit des gens en gériatrie ou dans les homes de personnes âgées se traîner avec 10, 15 traitements. Pour la plupart, on dit, mais c'est pourquoi? Ah, statistiquement, dans les 4 ans à venir, il fera moins d'AVC avec ça. D'accord, enfin, il va faire combien d'hématomes, je parle des anticoagulants, là, autre chose comme ça, où on se dit, mais quel sens ça a, quoi? Et souvent, ça n'a aucun sens. Mais les médecins agissent en troupeau. C'est-à-dire qu'ils ont
un des critères principaux dans leur action, c'est souvent de dire qu'est-ce que mon collègue ou qu'est-ce que mon collègue spécialiste va dire de ma conduite. Alors, quand tu te conformes à des critères généraux, ben, tu te mets à l'abri de ça. Alors, mais c'est pour ça que le médecin qui ose enlever une statine chez une personne de 80 ans ou des choses comme ça, pour le donner un exemple très simple, ben, il prête flanc à la critique. C'est une position plus difficile de l'enlever que de l'introduire. Tu as souligné le risque de dérive eugéniste, cette idée que petit à petit, bah, tous les gens qui seraient tarés, débiles, insuffisants, on utilise les mots qu'on veut des années 30, effectivement, ou du début du XXe siècle, pour dire que tous ceux qui seraient pas normaux, entre guillemets, devraient être éliminés. Et cette loi, effectivement, elle ouvre peut-être une porte vers ce genre de choses-là. Qu'est-ce qui nous prévient de ça? Qu'est-ce qui permettrait que ça n'arrive pas, que à la fin il n'y ait pas de manière décontractée des gens qui disent bon écoutez votre enfant a une trisomie ou telle maladie, voilà il va peut-être mieux en finir quoi. Ah oui, c'est très intéressant comme question puis comme débat parce que c'est vrai que si on analyse des choses au plan utilitaire, efficacité, les valeurs officielles de notre société, on va dire, ben, ça coûte une fortune d'entretenir ces gens-là, là. Les gens psychiatriques qui sont pas productifs. Puis si on le regarde, c'est au plan économique et tout ça. Maintenant, alors, la question de dire, c'est sur quoi on se base. C'est là qu'on tombe dans. On veut avoir une race. On peut se poser la question. Si on traite tous les diabétiques, ben, on favorise la perpétuation d'un gène favorable au diabète. Donc, on dégrade la. Scientifiquement, ça se défend de dire ça, qu'on permet, parce qu'on va contre la loi de millions d'années de sélection naturelle. Bon, ça, c'est une façon qui est très délicat à débattre, à discuter, là, très, très difficile. Mais il y a un autre élément qui est absolument essentiel, c'est que l'homme est confronté à la souffrance, est confronté à sa finitude, à la limite de ses capacités. Ça, on le voit, tous les médecins qui pratiquent le voient, là. Il y a des souffrances pour lesquelles on peut pas faire beaucoup. Il y a des gens qui sont très productifs dans la société, mais qui sont très souffrants, sur lesquels on ne peut pas agir beaucoup. Puis, la souffrance des autres a aussi un impact sur soi, c'est-à-dire sur notre conduite, sur la conduite de notre vie, sur la façon dont on éduque nos enfants, dont on conduit notre vie. Alors, ça, c'est d'accepter la nature humaine. C'est un apprentissage que d'avoir. Moi, j'ai une sœur qui est schizophrène. Bon, puis je dirais que c'est celle qui est toujours de bonne humeur en famille. On a une grosse famille. Mais on est passé à travers l'étape où, à l'adolescence, c'était un désastre, c'était une catastrophe d'avoir une schizophrénie, puis d'être non productive. Mais encore aujourd'hui, elle est comme un phare dans la famille, elle est comme tout le monde sait qui elle est. Alors, mais ça, qui se prête à cette réflexion-là dans notre société? Il faut, tu sais, c'est ça qui, pour moi, justifie, ou c'est l'élément qu'il faut absolument mettre dans la balance. Parce que si on regarde seulement la productivité, ben oui, c'est logique, c'est simple, c'est mathématique. Ces gens-là sont des poids inutiles. Mais des poids inutiles pour une société qui s'en va où? C'est ça. Hein? Évidemment, pour une société dont les valeurs qui sont projetées sont purement souvent, sont pas complètes, sont économiques, sont productives, sont compétitives, mais englobent pas la totalité de ce que c'est qu'un être humain. Je ne sais pas si je m'exprime de façon claire, mais c'est ce que. Si, et puis j'entends dans ce que tu dis aussi qu'il y a une valeur de l'opposant, du marginal, du déviant, de celui qui est pas. Il offre quelque chose à la société, mais qui rentre pas dans le système comptable, qui rentre pas dans notre évaluation habituelle performative. Et pourtant, il nous aide à justement rester humain quelque part, à pas devenir des machines. Ouais, on voit que ce serait un des risques de cette loi, mais que toi, il est très bien identifié. Finalement, t'as des
une éthique personnelle qui te prévient de dérives quelconques. Est-ce que tu penses que n'importe qui pourrait faire ça, ou est-ce que ça nécessite que le soignant, pharmacien, infirmier, médecin qui participe à une aide médicale à mourir, il ait une formation particulière? Je pense que oui. C'est la réflexion que je me suis faite depuis quelques jours en sachant que j'allais être questionné sur le sujet. Là, puis je me suis dit, et aussi en sachant que vous autres, vous avez comme l'histoire du suicide assisté, là, qui est un peu un concept différent. Puis là, je me suis dit, il faut que c'est pas tous les médecins. Tu sais, moi, j'ai vécu, je suis allé en médecine pour des valeurs humanistes, je dirais. J'étais comme imbu de valeurs. Puis je sais que je suis allé par passion, mais j'avais dans mes valeurs, il y avait aussi tout le côté spirituel que je pense qui était présent dans mon cas. Mais force est de constater que c'est pas le cas de tout le monde. Au Québec, les médecins sont, on est accepté à l'école de médecine lorsqu'on réussit bien, on a des bonnes notes. Alors l'entrevue compte pratiquement pas. Et on est jugé sur les notes qu'on obtient au cégep, c'est-à-dire au collège. Au collège. Et ça, c'est je dirais que c'est une faute au départ. C'est qu'on ne juge plus, on n'ose plus évaluer par une entrevue la valeur éthique d'un médecin. On évalue sa note. Donc, on en fait un rouage dans un système. Il y a tous les critères pour le faire, puis il se conforme à ce que la société veut. Mais on a perdu énormément par la cloche. Ça ne veut pas dire que ces gens-là qui ont des bonnes notes n'ont pas une éthique. Mais c'est l'éthique qui nous permet parfois d'aller, d'être courageux, puis d'aller à l'encontre du troupeau, de ne pas suivre aveuglément des règles ou des directives, même gouvernementales, qui n'ont pas toujours été examinées sous l'angle de l'éthique. Alors, c'est la force personnelle, la conviction, l'éthique personnelle si elle est absente ou défaillante, ben là, on a vraiment un rouage de système. On a un Eichmann, si on peut dire, de l'époque. On a quelqu'un qui était fier de faire ce qu'il fait, mais qui ne déborde pas de sa fonction à laquelle on l'a assigné. Ouais, ça me fait penser que ces dernières années, il n'y a pas eu besoin de loi en France pour que les gens dérapent, ou dans d'autres pays, hein. On a eu l'occasion d'en discuter, mais nous, on a eu l'injection de Rivotril dans les homes de personnes âgées pour des gens qui n'avaient rien demandé, au fond, qui n'avaient pas de diagnostic, et où on n'a pas attendu une loi ou la fin de vie pour que ça se fasse. Et donc, presque comme si la loi n'avait rien à y voir, qu'au fond, c'était plutôt un rapport individuel avec ce qui se passe. Et moi, j'étais assez OK avec cette idée d'une sorte d'euthanasie d'exception, c'est-à-dire que si la famille est d'accord, le patient est d'accord, le médecin est d'accord, ils prennent le risque, la responsabilité, ils s'entendent pour que ça se passe bien. Moi, j'ai rien à en dire, quoi. J'ai pas de jugement moral à faire, au contraire. Il me semble que c'est à ce moment-là que se recrée quelque chose d'intime et que c'est pas dans la sphère publique, quoi. Donc, tu es assez OK avec l'idée d'une formation particulière. Moi, je gratte l'idée parce que je me dis, tiens, ce serait intéressant en France, petit à petit, même si la loi le précise pas, de faire ces formations, de les organiser avec des groupes. Ouais. Si on demandait une formation particulière, puis on établissait, bien, là, ça dépend. C'est-à-dire qu'il faut mettre le contenu de cette formation-là. Moi, je dirais le contenu de cette formation-là, je devrais justement inclure les valeurs d'éthique, puis exclure les arguments économiques de poids sur la société, de choses qui sont franchement eugéniques. Mais je ne suis pas certain que la société, ou en France ou ailleurs, va avoir la volonté de mettre les balises. Parce que, autrement, si on fait juste une loi, ben on laisse le tout sur le poids des médecins, sur l'éthique très variable, très souple, très malléable des médecins en général, dans une cohorte de médecins. Je ne dis pas que malléable au plan interne, chacun a son éthique, bon, mais il y a un grand nombre de professionnels dans notre société dont l'éthique est n'inclut pas, je dirais peu humaniste, n'inclut pas des valeurs humanistes générales. Bon.
Alors, c'est ça. Je pense, moi, qu'il faudrait, si les législateurs le veulent, si on veut pas ouvrir une porte, peut-être qu'on veut l'ouvrir volontairement vers une alternative eugéniste. Peut-être que c'est une volonté cachée des législateurs. Mais si c'est pas le cas, il faut, je pense, surtout pour le suicide assisté, il faut une formation particulière. Au Québec, actuellement, on ne demande aucune formation pour les médecins qui donnent l'aide médicale à mourir. Mais d'une certaine façon, on peut l'interpréter d'autres manières, parce que moi, si je suis celui qui offre l'aide médicale à mourir, dans le fond, je fais simplement, je laisse le patient choisir, je m'assure que c'est selon la loi et je m'exécute. À la limite, ça, mais moi, je ne peux pas juste faire ça. Je regarde le plan éthique. Je peux avoir une personne qui est très déprimée, qui n'est pas dans un état. Puis d'ailleurs, une réflexion que je me suis souvent faite, c'est que si au moment, le jour où je dois administrer l'aide médicale à mourir, la personne était en pleurs, en crise, n'était pas sereine dans le contexte, là, je ne le ferai pas. Alors, c'est là qu'on doit, hein, ça ne m'est jamais arrivé. Mais si ça arrivait, si la personne n'était pas mieux. Ce qui est déjà arrivé, c'est qu'une jeune dame qui était tout à fait avec un cancer ovarien terminal, elle avait 28 ans, je crois, puis là, la date était fixée, c'est la personne elle-même qui n'a pas voulu. Parce qu'à 28 ans, c'est très difficile d'accepter. Mais si ça arrivait, c'est bon. Si ça se présentait, moi, je mettrais Mais c'est l'importance de l'éthique personnelle, puis d'être confortable avec ce qu'on a fait. En Gaspésie, tu es confronté peut-être à une santé communautaire quelque part, amérindienne ou à d'autres cultures. Est-ce que pour eux, cette question-là, enfin, comment ils se posent les enjeux autour de l'aide médicale à mourir? Est-ce que, je parle des Amérindiens, mais est-ce que aussi tu as vu des communautés très catholiques ou très musulmanes ou très athées? Est-ce que ça change quelque chose? Disons que la religion au Québec compte, statistiquement, ne compte pour très peu. Dans la plupart des Québécois ont un sentiment, je dirais, anti-religieux, parce qu'on a vécu les excès du catholicisme. Mais au plan individuel, je vois très bien que la décision se fait beaucoup. Là. Parfois, tous les éléments sont rassemblés. C'est logique. Même la personne y pense. Mais ce qui l'arrête, c'est un blocage au niveau, c'est l'impression d'agir contre la religion, et elle a peur d'en subir les conséquences dans l'au-delà. Hein, c'est aussi simple que ça. C'est souvent les personnes très âgées qui ont vécu le catholicisme à son meilleur ou à son pire, hein, dans les années où c'était une force politique même très importante. Fait que c'est plus au plan individuel. Les communautés amérindiennes, je ne sais pas, parce qu'on a une seule communauté qui est à Maria, qui est à 150 km d'ici, et je n'ai pas de contact vraiment avec eux, je ne sais pas. Ouais, d'accord. Quel volume ça représente dans ton activité, on va dire, mensuelle, enfin par mois? Est-ce que c'est... Moi, je dirais peut-être, moi personnellement, parce que je fais beaucoup de choses. Hein. Je fais les soins palliatifs à domicile, mais peut-être je fais 7 ou 8 aides médicales à mourir par année. Par année, d'accord. Une petite population de 100 000. Si j'étais à Montréal, je serais probablement identifié comme un des médecins qui accepte de le faire, puis probablement que des gens me demanderaient. Mais moi, j'ai formé des médecins ici. Je pense que j'ai été le premier à le faire en Gaspésie, là, quand la loi est sortie. Puis ensuite, j'ai demandé à des médecins d'assister, de m'aider, puis de s'initier un petit peu. Puis là, habituellement, c'est les médecins le font à l'hôpital. Ceux qui sont à l'hôpital et qui s'occupent des patients hospitalisés, là, habituellement acceptent de le faire eux-mêmes maintenant. C'est beaucoup plus ouvert, dont les médecins acceptent, beaucoup plus de médecins acceptent de le faire maintenant. Est-ce qu'il y a des fois où ça s'est pas bien passé, où tu as regretté, où il y a eu des freins inattendus? Tu t'as parlé de cette jeune femme avec son cancer de 29 ans, là, mais est-ce qu'il y a eu d'autres anecdotes ou histoires qui t'ont questionné sur la pratique? Moi, j'ai jamais eu de regrets, là, parce que j'ai pris des mesures pour ne pas en avoir. Mais disons qu'il y a des gens qui, en cours de route, changent d'idée. Il y a des gens qui décèdent avant que l'échéance.
Puis il y a des gens qui, c'est ça. Alors, c'est plus dans... Puis comme j'ai dit, bien, la personne qui serait pas mûre, pas prête ou pas déterminée, puis qui serait... Puis j'ai eu des personnes comme ça qui disaient vouloir l'aide médicale à mourir, mais quand on explorait un peu, ça suscitait toutes sortes de problèmes. Il y avait des motifs cachés, puis moi, j'ai exposé. Il y a tout un travail de psychothérapie familiale, en fait, de discussion, d'ouverture, de dialogue qui doit se faire, où on expose les... Il y a beaucoup de choses qui se passent autour, avant la mort, hein? Beaucoup de conflits qui ressortent, toutes sortes de... Alors ça, c'est important. C'est pour ça que c'est très intéressant, parce qu'on est au cœur de l'action, on suscite, on soulève des choses cachées, et on a l'occasion d'agir. C'est très important aussi pour le suivi des gens qui assistent ou qui sont dans la famille. Ça, c'est parce qu'une des règles, c'est que on dit à la personne, vous avez le droit d'inviter qui vous voulez pour être présent dans la pièce où a lieu l'aide médicale à mourir. Puis je leur dis toujours, ben choisissez, faites attention, parce qu'il y a des gens pour qui ça peut être traumatique, puis ils peuvent vivre des choses qui vont leur revenir des années de temps. Alors, si vous ne vous sentez pas à l'aise, soyez pas présent. Puis ça, je le dis même au moment où l'aide médicale à mourir se passe, je le dis aux gens, des fois il y a 2 personnes, des fois il y en a 20 dans la pièce, et je leur explique que soyez bien à l'aise, quittez s'il le faut, puis alors, c'est vraiment, c'est un art, je pense, que de faire ça correctement. Puis il faut s'occuper autant de la famille que de la personne concernée. Parce qu'on le sait. On sait ce que ça fait des deuils mal vécus, on le sait. Alors donc, il faut favoriser durant la période préparatoire aussi les rencontres, des choses, des gens qui s'apprêtent à mourir souvent veulent rencontrer telle personne pour une raison souvent qu'on ne connaît pas, régler quelque chose. Il faut donner cette ouverture-là, cette possibilité-là. Est-ce que tu as l'impression justement il y a comme une recréation d'un cérémonial laïque, au fond, autour de la mort, un côté un peu redonner une part de sacré aussi au passage? Je pense que oui. Il faut, c'est un plus que de le faire. Si on ne le fait pas, bon, on fait son travail de médecin, point à la ligne. Mais c'est un plus que de donner, comme tu dis, un côté sacré à ça. Le sacré vient du fait que la mort, c'est pas la fin de toute chose. C'est une étape qu'on sait, prévisible et tout ça. Et il y a un avant et il y a un après. Alors, c'est la part de sacré qui est comme digestive, je dirais, ou qui est acceptable dans un contexte québécois, là, c'est cette part-là de dire, de replacer la mort dans un contexte global, selon aussi en suivant les croyances de chacun, puis en respectant c'est très vrai ce que tu dis. La mort, c'est un événement tellement important qu'il faut lui donner l'importance, il faut lui donner le décorum qui va avec l'importance qu'elle a. Est-ce que ça t'est arrivé qu'il y ait des imams ou des rabbins ou des prêtres ou des aumôniers de religieux qui viennent le jour de la fin? Non, ça n'est pas arrivé. On a très peu de prêtres au Québec, là, puis ici dans la région, c'est tous tradition catholique, là, très peu de protestants. Puis les prêtres sont pratiquement absents, sont très âgés, c'est ça. Alors, c'est pas arrivé. Donc, les saints sacrements à l'ancienne, ça n'existe plus, quoi. Ah oui, ça existe, parce que les gens le demandent. Puis d'ailleurs, moi, je fais penser aux gens, parce que souvent, c'est des personnes âgées, et l'extrême onction, c'est très important pour elles. Alors, je leur fais penser. Si vous voulez avoir les derniers sacrements, vous pouvez le faire, c'est le temps. Alors, ça fait partie aussi du respect du cheminement de chacun, de la conception de chacun, de la mort, des peurs sous-jacentes. Et si on peut soulager cette peur-là par un geste rituel comme celui-là, ben, il faut offrir cette option-là. Puis, tu sais, les médecins je dirais, qui sont nés pas mal après au Québec, là, qui sont nés dans des années où il n'y avait plus de religion, plus d'office, plus de pratique, qui n'ont jamais qui n'ont pas été baptisés non plus. Là. Alors, ces médecins-là, c'est une dimension à laquelle ils ne pensent peut-être pas, mais qui devraient faire.
Ouais. Merci de tout ce que tu me racontes là, parce que ça, je pense que pour le public, ça permet aussi de se rendre compte que c'est pas les gentils contre les méchants, c'est pas la vie à tout prix contre ceux qui veulent tuer tout le monde de manière utilitariste. C'est plus subtil que ça, et il peut y avoir un humanisme et un vrai soin. Toi, tu considères que c'est un soin, justement, de cette mort Ah, mais oui. assistée? Mais oui. Parce que c'est peut-être une troisième voie de réconciliation, c'est celle d'une sorte d'éthique du soin. Oui, oui. Prendre Parce soin que, des gens. bien sûr, parce que c'est ça, les gens, pour ceux qui ont vu quelqu'un mourir sur une période d'une semaine, 2 semaines, avec des injections, avec une sonde urinaire, avec une incontinence, avec l'hygiène qui va avec ça, avec l'épuisement de la famille autour, ça peut être un rituel et un temps nécessaire et utile. Mais si la personne elle-même concernée ne veut pas vivre ça, ne veut pas le faire vivre à d'autres, je pense que c'est un soin à ce moment-là. On respecte la volonté de la personne. Ouais, on sent qu'il y a aussi une sorte de pudeur là-dedans, enfin d'essayer de ne pas infliger à des gens des choses qu'ils voudraient pas. Et est-ce qu'il t'est arrivé que les familles se révoltent ou que des gens autour soient en colère ou Pas devant moi, là, mais je sais qu'il y a eu des disputes de famille à ce sujet-là. Des gens qui sont pour, qui sont contre. Et c'est un peu spécial en Gaspésie parce que la Gaspésie était un endroit agricole. Les gens ont eu beaucoup d'enfants. Les enfants sont allés faire leur carrière ailleurs, donc à Montréal, dans les endroits où il y avait de l'emploi. Parce que traditionnellement, c'est une péninsule de pêcheurs et d'agriculteurs. Et alors, les gens viennent, comme les distances sont très grandes, hein, Montréal est à 750 km, alors les gens viennent rarement voir leurs grands-parents. Mais là, quand il arrive une maladie terminale, critique, là, chacun a son opinion. Chacun veut intervenir, puis chacun veut démontrer son attachement, puis peut-être faire du rattrapage. c'est ça, ouais, compenser des années d'absence à ce Oui, moment-là. c'est là que les tensions sont parfois un peu fortes à l'intérieur de la famille. Mais moi, je remets ça dans la famille, dans le sens que je me dis, mon devoir, c'est d'écouter la personne, de faire selon sa volonté, dans des limites légales acceptables. C'est de cultiver un lien de confiance entre moi et la personne concernée. Et évidemment, il peut se passer beaucoup de choses dans la famille. Vous pouvez être contre, mais vous ne pouvez pas être contre la liberté du libre choix de votre mère ou de votre père ou de votre parent. Ouais, ouais. C'est intéressant ça, parce que ça m'est arrivé aussi en réanimation, hein, ces enfants qui jaillissent au dernier moment alors qu'ils n'ont pas été là de toute l'histoire et qui ont plein de revendications, sont remplis de colère sur ce qui est en train d'arriver et les retournent contre le corps médical parce que ouais, la retourner contre la mort ou contre la maladie, bon bah ça n'a pas beaucoup de sens. Donc il faut qu'ils trouvent comme un punching ball, quoi. À ce moment-là, c'est un peu nous. Euh, mais mais le temps, justement, le temps fait quelque chose à l'affaire. Là, dans ceux que tu accompagnes ou que tu as accompagnés, vous vous donnez combien de temps de réflexion, des choses comme ça? Il y a un délai minimum légal ou Non, pas vraiment. C'est-à-dire qu'au début, on avait comme, c'était pas écrit en tel quel, mais on concevait que c'était au moins 2 semaines de processus avant de déterminer une date. Mais actuellement, en réalité, techniquement, je peux voir la personne, peut recevoir la demande. Donc, pour le formulaire, la personne fait une demande d'aide médicale à mourir, qu'un professionnel de la santé peut signer, même pas. On désigne, si possible, un médecin qui va le faire. La deuxième étape, c'est un second médecin qui donne son opinion pour voir si ça répond aux critères. Il y a 9 critères. Ben, les critères, c'est une carte d'assurance maladie valide. En fait, tu as une maladie terminale, bon, toutes sortes de conditions normales. Et ensuite, on peut procéder. Alors moi, je dis souvent, les gens, des fois, j'explique ça aux personnes, je leur dis, parce que j'ai eu des personnes qui ont demandé l'aide médicale à mourir, puis 1 an et demi après, la demande était toujours pendante, la personne était toujours en vie,
Puis parfois, il y en a un, entre autres, 1 an et demi après, on a changé d'idée. Alors, c'est comme une option. Actuellement, la façon dont c'est fait, si ça répond aux critères, c'est une option de dire que la personne peut dire, ben écoute, je veux avoir cette option-là, au cas où les choses se détériorent, au point où je veux vraiment plus vivre cette situation-là. Moi, j'ai entendu ça dans une conférence que j'avais donnée sur cette question-là, où quelqu'un dans le public m'a dit, mais moi, c'est très rassurant pour moi de savoir que c'est possible, de savoir que je pourrais partir si jamais c'est insupportable. Ça veut pas dire que j'utiliserai, mais c'est rassurant. Oui, oui. On en est à ce stade-là où quand même on a peur des abus de la médecine, peut-être à juste raison, et donc il y a comme une porte de sortie nécessaire. Dans le texte en France qui a passé, à un moment était la mention que ça n'apparaîtrait pas dans les enregistrements officiels autrement que comme une mort naturelle. Et puis ce truc-là a été enlevé. Mais à un moment, il y avait l'idée de considérer cette mort-là comme mort naturelle. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que pour toi c'est une mort naturelle ou c'est autre chose? Moi, je pense qu'on devrait, d'ailleurs, il y a un point que je comprends toujours pas, parce que quand on fait l'acte de décès, puis on écrit le rapport de décès, on nous il y a des questions de quoi la personne est-elle morte. Puis moi, je mettais ben, l'aide médicale à mourir. Mais on me refuse ça. Alors, je ne suis pas allé plus loin, je n'ai pas eu le temps de questionner. J'ai dit même, mais on n'a pas refait le formulaire pour considérer que c'est maintenant, aujourd'hui, avec la loi en vigueur, c'est une façon de mourir. Alors là, je suis obligé de mettre un arrêt cardiovasculaire induit par un médicament, ou je ne sais pas, je tricote quelque chose là, qui fait du sens. Mais moi, je pense puisque la loi existe, puisque c'est une option que la société s'est dotée de cette option-là, cette possibilité-là, il faut l'afficher, il faut le reconnaître, il faut l'identifier pour ce qu'elle est. Ouais, est-ce que c'est un symptôme de quelque chose dans notre société, comme une... Oui, je pense qu'il y a quelque chose d'obscur dans ça, là, de ne pas vouloir nommer les choses qui sont autorisées, de ne pas vouloir les identifier pour ce qu'elles sont. C'est là que je me méfie des législateurs, puis je me méfie de ce qui s'en vient, parce que quels sont les principes? Bien sûr, il y a l'Ordre des médecins, comme j'ai dit tantôt, le collège, nous autres, c'est le Collège des médecins du Québec. Je pense que ces gens-là ont une bonne vision de ce que c'est, puis sont prennent 1000 précautions pour les nouvelles lois qui s'en viennent. Mais ce ne sont pas eux qui décident, ce sont les politiciens. Ils sont consultants. Alors, quelle est dans notre monde de transhumanisme, de foi illimitée en les possibilités de la science et de l'humain pour bonifier les capacités de l'humain, quelle est la véritable intention dans la mise en avant de ces lois-là? Ça, je ne sais pas, puis probablement qu'il n'y a pas une réponse simple à ça, puis probablement plusieurs tendances, mais il y a fort à parier qu'il y a des pressions, il y a un courant. Il y a un courant transhumaniste qui est en dessous de cette orientation-là que les sociétés se donnent. Est-ce que en France, on avait la loi Leonetti, puis la loi Claes-Leonetti, et dans la loi Claes-Leonetti, il y avait l'idée d'une sédation terminale jusqu'au décès. C'était un mélange d'hypnotique, de morphinique à forte dose, en sachant que ça allait provoquer le décès, mais c'était pas une euthanasie dans les textes. C'était un accompagnement de fin de vie et l'idée que il n'y avait pas besoin de laisser se prolonger une agonie de manière indue, on pourrait dire. Ici, c'est la sédation palliative qu'on appelle. Et d'ailleurs, c'est une des options qu'on doit dire aux patients. On doit dire aux patients, vous avez l'option de faire les soins palliatifs traditionnels avec les possibilités techniques dont nous disposons. Vous avez l'option d'une sédation palliative au cas où les soins palliatifs ne réussissent pas à soulager suffisamment la souffrance. Puis ça, c'est pour quelques-uns des cas où c'est vraiment, ça devient on donne, parfois pour une raison que j'ai jamais comprise, on donne des médicaments traditionnels à dose vraiment massive, on dirait que ça fait rien chez certaines personnes. Et
bon, ça, donc, l'option de sédation palliative, c'est une option pour soulager une souffrance incontrôlable. Alors, ça fait partie des options que j'ai rarement eu recours. C'est pas moi qui le fais, mais c'est à l'hôpital, évidemment. Mais c'est pas une chose qui est mise de l'avant comme ça pose. Pour moi, ça fait partie des soins palliatifs globaux. Alors, peut-être qu'on arrive doucement au bout de notre entretien. Est-ce que tu as quelque chose pour conclure que tu as envie de transmettre au public, ou peut-être aux soignants français aussi, et aux citoyens français, parce que vous êtes en avance quelque part, vous avez défriché le terrain avec déjà une conscience aiguë des ambiguïtés, des paradoxes, des dérives potentielles. Je te laisse la parole pour transmettre ce que tu veux. Très brièvement, parce que j'ai dit l'essentiel, mais je pense qu'au Québec, on a quand même été, la loi a fait du sens, et prudente, a rempli une lacune qui existait, parce que vraiment, pour ceux qui connaissent les soins palliatifs, là, c'est parfois vraiment très difficile, très souffrant, pénible. Et pénible, on peut dire, pour beaucoup d'ailleurs, on en a parlé tantôt, hein, beaucoup de personnes religieuses, la souffrance est comme une condition, c'est comme le purgatoire sur Terre, hein, ça fait partie de leur... s'ils souffrent, il faut souffrir pour s'assurer d'une place au paradis. Alors, faut faire attention à ça. Mais puis aussi, le côté de la souffrance, les limites, comme on a discuté également, la souffrance a sa place. Mais dans les soins palliatifs terminaux, je pense que c'est la personne qui doit décider. Puis c'est quand même très, très pénible d'assister à des souffrances difficilement contrôlables qui s'éternisent dans le temps. Alors je pense que on a rempli au Québec, on a répondu à une lacune. Je pense que, comme tu l'as souligné, j'avais pas vu ça en ces termes-là, mais l'aide médicale à mourir est un soin. Je pense qu'on est allé. Là, maintenant, les prochaines étapes, j'en ai parlé, puis j'ai des craintes. J'ai vraiment. Puis là, en fait, ce qu'il y a de beau dans la vie, je pense, c'est que, de principe aussi, c'est que, ultimement, on vit avec sa propre conscience. Alors, moi, comme médecin, jusqu'à maintenant, je me reproche rien de ce que j'ai fait pour l'aide médicale à mourir. Parce que la dernière question, ultimement, au moment d'administrer, est-ce que je suis confortable avec ça? Est-ce que ça fait du sens dans ma philosophie de vie, dans mon humanisme que je veux cultiver, que je trouve important, dans ma compréhension globale de mon rôle d'être humain sur Terre? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que ça peut être constructif pour la famille, pour moi, pour la personne que j'aide? Alors, je suis toujours, si j'ai l'impression que c'est positif, c'est comme constructif, ça fait partie d'un cheminement de vie, je suis à l'aise, puis je pense que c'est comme ça qu'il faut l'identifier. Puis je pense qu'il faut, c'est ça, il faut que le médecin ait ces outils-là en main pour être à l'aise, puis pour pas juste être un technicien. Ouais, l'aide médicale à mourir comme un artisanat à construire avec tous nos repères et nos boussoles à la fois spirituelles, émotionnelles, corporelles, intellectuelles, aux aguets pour voir si c'est juste, si c'est le juste chemin, et surtout ne pas devenir un technicien, un rouage technique d'une société qui décide d'éliminer les plus faibles. Ouais, je pense que c'est quand même une bonne façon de se prémunir de dérives importantes, et puis de continuer à être juste, et puis de pas faire semblant non plus que ces situations n'existent pas, qu'elles sont, parce que il y aurait peut-être aussi cette tentation pour certains, c'est de défendre la vie à tout prix, mais au fond de s'en laver les mains de la souffrance des autres. Et oui, exactement. Ouais. Alors, merci Louis, parce que ça m'a permis de moi-même de réfléchir et de mettre en mots une expérience que je vis depuis plusieurs années, hein, puis sur laquelle on discute jamais. C'est-à-dire, moi, jamais mes confrères me sont montrés ouverts à discuter de ces questions-là. C'est comme des questions qu'on met en marge. Mais c'est très intéressant de le mettre. Puis toi, tu es dans une réflexion aussi légale dans un pays. Est-ce qu'on doit le faire? Est-ce qu'on ne doit pas le faire? Comment le penser? Puis tu es aussi conscient de toutes les facettes de ça.
je pense que ça mérite d'être discuté largement. C'est peut-être le meilleur obstacle qu'on peut faire à l'eugénisme que d'ouvrir les esprits sur le sujet puis de faire réfléchir sur toutes les dimensions que ça comporte. Ouais, et que c'est pas une caricature, encore une fois, c'est très difficile de mettre juste un tampon sur la tête et de dire ça y est, c'est fini, j'ai fait ma réflexion une fois pour toutes. Quelque chose qui est dynamique, qui est vivant, qui se nourrit de la rencontre justement de parfois des opposés, des contraires. Moi, on va continuer à le faire autour de ces entretiens mortels, hein, d'essayer de faire discuter des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, des gens qui sont dedans, mais qui sont en même temps conscients des difficultés, des gens qui sont en dehors et puis qui voient aussi les limites du système tel qu'il existe aujourd'hui en France ou ailleurs. Et puis de cet appel à une dimension un peu profonde sur ce qu'est la mort dans une société qui fait semblant qu'elle n'existe pas. Donc tu nous l'as montré, hein, c'est aussi peut-être l'occasion de remettre du sacré dans ce moment-là, de remettre du cérémonial. Mais en fait, l'événement principal dans l'aide médicale à mourir, c'est la mort. C'est pas l'aide médicale à mourir technique, c'est la mort. Alors, si on prend en compte l'importance de cet événement-là pour les proches, pour la personne, puis on cultive le sens de ça, on fait réfléchir, on fait cheminer. Les enfants cheminent beaucoup devant leurs parents qui décèdent. Je pense que là, on est dans le mouvement de la vie. Là. On est dans la force vitale des choses. On est dans le positif aussi. On est dans l'acceptation de ce que c'est que la vie. Puis moi, j'ai toujours sorti de ces expériences-là d'une façon positive. Tu sais, je reste positif. Je trouve que quand une demande m'est présentée, c'est une occasion très belle d'échange, de partage, de croissance personnelle. Puis c'est ce que j'essaie de favoriser dans cet événement-là. Un grand merci René pour tous ces apports, ce témoignage et ton expérience sur le sujet. J'espère que ça éclairera autour de nous pour sortir un peu d'une vision un peu trop binaire, un peu trop fermée. Et puis ce lien à l'artisanat, ces questionnements au-delà sur une société technique conformiste et qui veut de nous qu'on soit performant jusqu'au bout ou pas, ça nécessite d'être questionné. Merci René, plein de belles choses à toi et puis à tout bientôt, j'espère, pour rediscuter et y compris avec d'autres. Mon envie, c'est qu'il y ait à la fin des tables rondes où on puisse être plusieurs à échanger sur ce sujet avec des points de vue différents. Parce que mon expérience, c'est que chaque fois que des humains se rencontrent, tout devient plus doux et plus subtil que quand on fait des grandes phrases derrière des projets de loi ou derrière des associations militantes X ou Y. Ouais. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée.